aux enjeux patrimoniaux. Le vendredi, il y a un quart d'heure dédié à vos finances personnelles et aux questions patrimoniales. Sandrine Quilissier est à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour. Ravi de vous retrouver et ravi de reprendre avec vous l'histoire du pacte Dutreil, là où on l'avait laissé au début de l'été. Sandrine, il faut juste revenir quelques instants en arrière. Donc, pacte Dutreil, dispositif clé de la transmission d'entreprise en France, avec une décision de la Cour de cassation au début de l'été, que vous étiez venu commenter sur ce plateau, qui entachait un peu l'esprit même du pacte Dutreil en exploitant un vide juridique et en rendant un arrêt qui avait été jugé très avantageux à l'époque pour la personne en question devant la Cour de cassation. Il faut rappeler peut-être l'enjeu de cet arrêt et puis comment le législateur a tout de suite repris la main. Et c'était d'ailleurs la piste que vous souleviez à l'époque, à l'occasion de la loi de finances rectificative. Exactement. Alors oui, pourquoi on en est arrivé là ? Parce que effectivement, cette décision de la Cour de cassation qui avait fait grand bruit à l'époque, en fait, avait créé des effets d'aubaine par rapport au régime Dutreil. En fait, vous savez, dans le cadre du régime Dutreil, donc le bénéfice de cette fameuse exonération partielle qui est énorme, qui est de 75% sur la valeur de l'entreprise, nécessite qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et il y en a deux principalement, qui sont celles qui sont au cœur du sujet là. Évidemment, ce que je transmets, c'est une entreprise, d'accord ? Et comme ce régime avait été pensé pour maintenir une certaine stabilité de l'actionnariat familial, c'était vraiment ça l'idée, maintenir la pérennité des entreprises sur le sol français. La contrepartie de cette exonération partielle, c'est un engagement de conserver les titres pendant une durée minimale. Or, le principe, c'est que quand on est sur cette intention du législateur, pérennisation de l'entreprise, c'est bien d'une entreprise dont s'agit. La contrepartie, donc, c'est ces engagements de conservation des titres. Pour l'administration fiscale, il était clair que ma société devait avoir une activité opérationnelle jusqu'à la fin de l'ensemble des engagements de conservation. Et là, coup de tonnerre, début de l'été, la Cour de cassation nous dit non, il suffit juste que la société ait une activité opérationnelle au jour de la transmission, peu importe ce qui se passe après. Ah oui. Là, évidemment, il y avait un champ des possibles énorme. L'esprit du pacte explose, d'une certaine manière. Littéralement, parce qu'en fait, ça revenait tout simplement à se dire, c'est très bien, on prend un engagement de conservation des titres, on transmet, c'est bien une entreprise. 2 mois, 3 mois après, je ne caricature pas parce que c'était les faits qui étaient présentés à la Cour de cassation. Imaginons que ma société en question, c'était une holding animatrice qui bénéficie de l'exonération partielle. Elle cède ses filiales dans la foulée. Elle réinvestit dans des actifs patrimoniaux. Ça marche. C'était pas possible. Donc c'est pour ça que quand on avait échangé, on s'était dit que le législateur allait nécessairement intervenir. Évidemment, ça n'a pas loupé. À l'occasion de la loi de finances rectificative, donc pour 2022, qui est intervenue, le vote le 16 août dernier, le législateur, évidemment, a mis un terme à ça en disant non, mais en fait, donc a modifié la loi, le texte de loi, et a prévu que l'activité de la société en tant qu'entreprise, cette activité opérationnelle devait être maintenue jusqu'au terme des engagements. Voilà. C'est quoi, c'est 5 ans l'engagement ? Non. Alors en fait, on a 2 types d'engagement. Quand on est sur un Dutreil classique, j'ai 2 ans d'engagement collectif et ensuite 4 ans d'engagement individuel. Donc en fait, à maxima, je dois détenir mes titres pendant 6 ans et ma société doit avoir son activité du début de la signature de l'engagement jusqu'au terme des engagements. Donc ça, c'était pas vraiment une surprise, on l'attendait. Non, bien sûr. La surprise, par contre, elle est venue des dates d'entrée en vigueur. Voilà. Là, par contre, c'est un peu secoué. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que cette condition d'activité s'applique pour toutes les transmissions qui sont intervenues depuis le 18 juillet 2022, c'est la date de la présentation de l'amendement, d'accord ? Bon, ça, pourquoi pas, même s'il y a une rétroactivité, mais c'est comme ça, pourquoi pas ? Par contre, là où ça va un peu plus loin, mais on voit bien que l'idée du législateur, c'est d'avoir voulu casser justement tous les effets de l'aubaine le plus largement possible. De réparer ce vide juridique et de ne pas en laisser d'autres à côté. Exactement. Bien sûr. Exactement, de dire si la moindre faille, tout le monde va s'engouffrer dedans. Donc en fait, on nous dit, mais attention, ça s'applique également
pour ceux qui auraient déjà initié leur transmission, donc avant le 18 juillet, voilà, alors que des engagements sont toujours en cours, bien évidemment, et que la société n'a pas changé d'activité, que la société a toujours une activité opérationnelle. Ouais. Donc là, terminé. Enfin, je veux dire, le message est très clair. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la loi de finances rectificative. Et ça laisse entendre que le débat n'est pas totalement clos, sachant que c'est un dispositif, alors qui revient régulièrement dans l'actualité. Il y a ceux qui sont pour, même très pour, qui voudraient peut-être même le rendre encore plus avantageux. Exactement. À l'inverse, il y a toujours ceux qui débattent de la légitimité d'un tel dispositif aujourd'hui. Alors exactement. Alors inutile de vous dire que dans le cadre déjà du vote de la loi de finances rectificative, il y a eu pas mal de débats. Et à ce moment-là, en fait, pour que ça n'aille pas trop loin, il avait été précisé en réalité que tout ce qui avait attrait aux successions, donc aux transmissions à titre gratuit, parce que ça englobe tout, y compris les donations, en fait, tout ça serait vu dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2023. Ouais. Donc là, on est dedans. Voilà. Donc, on s'attendait peut-être dans le projet de loi de finances pour 2023 de voir quelque chose. Et puis, il n'y avait rien. Enfin, dans le projet, il n'y a rien. Voilà. Inutile de vous dire que, bien évidemment, eux, les parlementaires n'ont pas oublié ce qui avait été dit et donc sont revenus à l'assaut avec des amendements. Donc, des amendements du trait, il y en a eu un paquet. Et comme vous le dites très justement, ça part dans tous les sens. Oui. Voilà, donc on va des groupes parlementaires qui veulent la suppression carrément du régime, ceux qui veulent limiter le montant de l'exonération, ceux qui veulent que cette exonération, en fait, ne puisse être demandée que par des micro-entreprises ou des PME, voilà. Et puis, à l'inverse, vous avez ceux qui demandent à ce que le montant de l'exonération soit porté de 75 à 90%, bon, moyennant quand même un allongement de la durée de détention. Oui, j'entends bien. Toujours avec cette idée de pérenniser le tissu industriel français sur le sol français. Alors, tous ces amendements ont été rejetés. Et puis, les attentes d'une réforme des droits de succession dans le cadre de ce projet de loi de finances ont été douchées, puisque le gouvernement a clairement dit que ça n'était pas la priorité du moment, mais qu'ils y reviendraient d'ici 2027. Donc ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, est-ce que le gouvernement, à travers l'administration fiscale, ne pourrait pas venir dans le cadre d'un amendement spécifique au régime du trade, dans le cadre... bien sûr. Oui, tout est possible, effectivement. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour vous et pour le travail de l'ingénieur patrimonial Ça gèle tous les dossiers du trade aujourd'hui, ou est-ce que non? On a quand même l'idée que c'est un dispositif qui va être peut-être verrouillé, mais pour être pérennisé. Bien sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sens, malgré tous les détracteurs. Y avoir. C'est pas nouveau, qu'il y ait des détracteurs contre le trade. En plus, dont on avait déjà parlé, qui remettent ça à chaque fois sur le tapis, mais on sait que c'est une mesure qui permet vraiment de maintenir le patrimoine entrepreneurial en France. Je veux dire, transmettre une entreprise, si on n'a pas ce régime-là... Il y a une efficacité démontrée de ce dispositif. Extrêmement cher, et comme on l'avait vu, ça peut obliger les bénéficiaires de la transmission à prendre des mesures qui peuvent être vraiment dommageables pour l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'on revienne à remettre en cause le régime lui-même. Par contre, qu'il soit réécrit, c'est fort probable. Alors tout de suite, peut-être pas, mais avec tout ce qui se passe, on voit bien qu'il va peut-être falloir recadrer un petit peu peut-être le champ d'application même de ce régime qui, soyons honnêtes, avec toutes les modifications qu'il a subies depuis le départ, depuis 2000 quand même, je veux dire, aujourd'hui, il est quand même très difficile à être appliqué et c'est quand même une source d'insécurité juridique très très forte pour les entrepreneurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette décision de la Cour de cassation, elle a soulevé un vrai problème pratique. C'est-à-dire que si on sort du cas des faits de l'espèce, qui étaient vraiment caricaturaux, voilà, mais il y a des situations qui ne le sont pas. Je prends l'exemple. Là, c'est une personne qui, au bout de 2 mois, effectivement, avait vendu une de ses filiales, etc. Carrément tout vendu. Tout vendu, voilà, d'accord, très bien. Voilà, donc, oui, là, effectivement, quand même totalement en dehors de l'esprit du pacte. Exactement. Mais il y a des situations, on n'est pas dans ce cadre-là. Si je vous prends l'exemple, toujours pareil, de ma holding animatrice avec ses filiales. Imaginons, donc elle a plusieurs filiales opérationnelles et qu'elle a un acquéreur qui se présente pour une de ses filiales, voire 2 de ses filiales. Oui. Attendez, ça peut être
une opportunité extraordinaire et une opportunité qui ne se représentera pas. Ouais. Et en fait, en gros, on va se retrouver face à un entrepreneur qui devrait faire un choix crucial, qui est de se dire, en fait, je ne veux pas perdre l'avantage fiscal dont on a bénéficié dans le cadre de la transmission d'entreprise. En revanche, je vais peut-être perdre l'opportunité de céder une part de mon activité dans des conditions qui ne se reproduiront pas plus tard. Ah ouais. Ça, c'est anti-économique au possible. Et l'idée, c'est de se dire, très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager la règle pour prendre en compte ce type de situation et laisser le temps à l'entrepreneur, ou dans mon exemple, ma holding matrice, de retrouver des projets, c'est-à-dire de pouvoir vendre ses activités, parce qu'elle a une opportunité, et avec le prix de cession, en fait, d'avoir un minimum de temps pour les réinvestir sans qu'on la déqualifie et qu'on remette en cause le bénéfice de l'exonération partielle. Si le produit de la cession est utilisé pour être réinvesti dans l'économie réelle, pour dire les choses, on peut donner un peu de temps pour effectivement sans casser l'avantage et le dispositif du trade. Ça, honnêtement, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'entendre. Voilà. Bon, on suivra ça. L'histoire n'est sans doute pas terminée. Sandrine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été, une rustine déjà importante qui a été apportée autour du vide juridique du pacte du trade qui avait été soulevé par cette décision de la Cour de cassation qui date du mois de juin. Merci beaucoup, Sandrine, d'être venue nous éclairer sur ces derniers développements en la matière avec des discussions peut-être à venir à l'occasion de la loi de finances pour 2023. Sandrine Quilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet, qui était l'invitée de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.